La lune, pleine et argentée, traçait un chemin de lumière sur les eaux calmes de la Méditerranée. Depuis la terrasse de leur suite privée sur la côte d'Azur, l'air tiède de la nuit portait le parfum du jasmin et du sel marin. Une promesse de romance parfaite pour une lune de miel. À l'intérieur, le luxe était silencieux mais écrasant. Des draps de soie égyptienne, une bouteille de champagne millésimée dont la condensation perlait sur le cristal, et un silence qui commençait à peser lourdement. Antoine Dubois, habitué à ce que le monde se plie à ses désirs, voyait ce décor non pas comme un havre de paix, mais comme une scène méticuleusement arrangée pour un acte final qui tardait à commencer. Chaque objet, chaque détail criait la perfection, mais une tension subtile, presque imperceptible, flottait dans la pièce, annonçant une dissonance que même sa fortune ne pouvait résoudre. Il s'approcha d'elle, qui se tenait près de la balustrade, le regard perdu vers l'horizon sombre. Vêtu d'un simple peignoir de soie, il incarnait la confiance d'un homme qui n'a jamais connu le refus. Léa, à l'inverse, semblait fragile dans sa chemise de nuit, en coton blanc, une figure de pureté presque anachronique au milieu de cette opulence calculée. Il posa doucement ses mains sur ses épaules, son geste se voulant à la fois rassurant et possessif. Il sentit un léger frisson parcourir son corps, mais il l'interpréta comme une anticipation, une nervosité charmante. Il se pencha pour murmurer des mots qu'il avait l'habitude de prononcer, des paroles conçues pour séduire et conquérir, sans se douter que pour la première fois de sa vie, son arsenal de séduction était non seulement inutile, mais profondément inapproprié face à la vérité silencieuse qu'elle portait en elle. Alors que son baiser se faisait plus insistant et que sa main glissait le long de son dos, la réaction de Léa fut un choc silencieux, plus dévastateur que n'importe quel cri. Son corps se raidit instantanément, non pas de désir, mais de peur. Elle ne le repoussa pas avec violence, mais son retrait fut net, définitif. Un petit hoquet étranglé échappa de ses lèvres et ses yeux, soudainement remplis de larmes, se détournèrent des siens. D'un geste lent, presque mécanique, elle enleva sa main de sa taille et fit un pas en arrière, créant une distance infranchissable entre eux. Pour Antoine, ce geste fut une gifle invisible. Le silence qui s'installa dans la suite devint assourdissant, brisé uniquement par le bruit lointain des vagues qui se brisaient sur les rochers, indifférentes au drame qui venait de se nouer entre deux mondes. Le visage d'Antoine passa de la surprise à l'incompréhension, puis à une froide contrariété. Lui, l'homme qui dirigeait des conseils d'administration d'une poignée de fer, se retrouvait désarmé par une larme et un pas en arrière. Il la regarda, vraiment, pour la première fois depuis leur rencontre, et ne vit pas une femme qui le rejetait, mais une âme terrifiée au bord d'un précipice. Toute sa puissance, toute sa richesse s'évaporait face à cette vulnérabilité qu'il ne pouvait ni acheter ni comprendre. Il se rendit compte que le contrat de leur mariage n'incluait pas les clauses de son cœur. C'est dans ces instants de rupture que les destins se redessinent. Et c'est pour pouvoir continuer à partager ces récits de transformation que votre abonnement est si important pour nous aider à poursuivre notre mission. Le silence sur la terrasse N était plus celui de la tension, mais de l'attente. Antoine, dépouillé de son assurance habituelle, s'approcha de Léa avec une prudence qu'il n'avait jamais connue. Il ne la toucha pas, se contentant de se tenir à ses côtés, les yeux fixés sur la même ligne d'horizon qu'elle. Il ne posa pas de questions accusatrices, mais une simple interrogation, murmurée, presque craintive. « Qu'est-ce qui ne va pas, Léa? S'il te plaît, parle-moi. » Sa voix, habituellement si autoritaire dans les salles de conseil, était douce, empreinte d'une véritable inquiétude. Il ne cherchait pas à reprendre le contrôle de la situation, mais à comprendre le monde intérieur de cette femme qui venait de briser toutes ses certitudes. Pour la première fois de sa vie, il ne voulait pas conquérir, mais écouter, et cette simple intention changea toute la dynamique entre eux. Les larmes de Léa se mirent à couler, silencieuses et régulières, traçant des sillons sur ses joues pâles. Elle se tourna vers lui, ses yeux bleus noyés de honte et de peur. D'une voix brisée,
À peine audible au-dessus du bruit des vagues, elle lui confia son secret le plus intime. Elle lui expliqua qu'elle n'avait jamais été avec un homme auparavant, que sa vie avait été un long chemin de responsabilité et de sacrifice. Chaque sou gagné, chaque heure de son temps avait été consacrée à sa mère malade et à sa jeune sœur. Les sorties, les amours de jeunesse, les expériences que les autres tenaient pour acquises étaient pour elle un luxe inaccessible. Elle n'avait pas eu le temps, ni même l'espace mental, pour penser à elle-même. Antoine N. était pas seulement son mari, il était le premier homme qu'elle avait jamais aimé, le premier à qui elle était autorisée à rêver d'un avenir. La confession de Léa le frappa avec la force d'une révélation. Toute son irritation, toute sa frustration d'homme habitué à l'immédiateté du désir, s'est évanouie pour laisser place à une vague de tendresse immense et protectrice. Il ne vit plus une femme qui le rejetait, mais une âme d'une pureté désarmante qui lui offrait la chose la plus précieuse qu'elle possédait, sa confiance absolue. Il comprit que le véritable trésor, N, n'était pas dans la consommation d'un acte, mais dans la délicatesse de cette confidence. Il réalisa que son rôle, N, n'était pas de prendre, mais de recevoir, et de chérir ce cadeau avec une patience et un respect infinis. C'est pour continuer à explorer ces vérités profondes que votre soutien, par un simple abonnement, nous est essentiel pour poursuivre notre travail. Pour comprendre le sacrifice de Léa, il fallait remonter le temps dans le petit appartement d'un quartier populaire de Paris où l'odeur de la lavande se mêlait à celle, plus âcre, des médicaments. Orpheline de père depuis son enfance, elle avait vu sa mère décliner lentement, victime d'une maladie chronique qui la clouait au lit la plupart du temps. Dès ses 16 ans, Léa avait commencé à travailler, enchaînant les petits boulots après les cours pour payer les factures et s'assurer que sa petite sœur, Chloé, ne manque de rien. Ses mains, si douces au toucher, portèrent les marques discrètes de ce labeur incessant. Elle avait renoncé à ses études, à ses rêves de devenir botaniste, mettant en veilleuse sa propre vie pour que celle qu'elle aimait puisse continuer à briller, même faiblement. Sa jeunesse s'était écoulée ainsi, entre le service au salon de thé et les soins prodigués à sa mère. Ses amis parlèrent de voyages, de fêtes et de rencontres, tandis que son univers se limitait à ses quelques rues, à la chaleur du fournil et au silence de la chambre maternelle. Elle trouvait sa joie dans des choses simples. Le sourire de sa sœur réussissant un examen, une tasse de thé partagée avec sa mère lors d'un bon jour, ou la beauté éphémère d'une fleur poussant dans une fissure du trottoir. Elle n'éprouvait aucune amertume, seulement le poids d'une responsabilité qu'elle portait avec une grâce silencieuse. C'est cette force tranquille, cette capacité à trouver de la lumière dans l'ombre, qui avait inconsciemment fasciné Antoine, bien qu'il ne l'eût pas encore compris. Le retour à Paris fut un choc culturel pour Léa. Elle quitta son petit appartement familier pour l'immense penthouse d'Antoine à la Défense, un espace de verre et d'acier qui surplombait la ville. Tout y était froid, minimaliste et impersonnel. Le silence, n'était pas apaisant comme celui de ses lectures nocturnes, mais lourd, presque oppressant. Elle se sentait comme une fleur des champs transplantée dans une serre stérile, effrayée à l'idée de se faner. Antoine, percevant son malaise, fit preuve d'une délicatesse inattendue. Il commença par de petits gestes, remplaçant les œuvres d'art contemporain abstraites par des photographies de paysages naturels et remplissant les vases de pivoine, ses fleurs préférées, qu'il avait appris à connaître en l'observant au salon de thé. Lentement, il lui fit découvrir son monde, non pas à travers des galas fastueux, mais par des chemins de traverse. Il l'emmena au sommet de la tour Eiffel une nuit, juste pour eux deux, non pas pour l'impressionner avec son pouvoir, mais pour partager avec elle la beauté silencieuse de la ville endormie. En retour, elle l'initia à sa propre version de Paris. Elle le fit marcher dans les allées du Jardin du Luxembourg, lui montra ses librairies préférées, où l'odeur du vieux papier flottait dans l'air, et lui fit goûter le meilleur croissant de la rive gauche dans une boulangerie de quartier. Pour la première fois, Antoine ne consommait pas la ville, il la vivait,
Il découvrait la saveur de la simplicité et chaque moment passé avec elle écaillait un peu plus l'armure de cynisme qu'il avait mis des années à forger. Le premier obstacle majeur se présenta sous la forme d'un dîner avec le cercle rapproché d'Antoine. Ses amis, des héritiers et des financiers au sourire aussi poli que carnassier, scrutèrent Léa avec une curiosité condescendante. Les questions étaient des pièges, les compliments des piques déguisés. On la questionnait sur ses origines, son travail, ses passions, avec une insistance qui la faisait se sentir comme un spécimen rare sous un microscope. Elle répondait avec une sincérité désarmante, mais sentait leur regard la juger, la cataloguer comme la petite serveuse naïve, la dernière acquisition exotique du grand Antoine Dubois. Elle sentit le rouge lui monter aux joues, non pas de honte, mais d'une profonde humiliation, réalisant que dans ce monde, sa valeur haine était mesurée qu'à l'aune de son compte en banque. Cette soirée fut une épreuve douloureuse, un rappel brutal que leur amour, si pur dans leur intimité, était perçu comme une transaction par le monde extérieur. En rentrant, elle resta silencieuse, le regard perdu dans les lumières de la ville qui défilaient. Antoine sentit sa détresse et la colère monta en lui, une colère dirigée contre ceux qu'il avait longtemps considérés comme ses pairs. Il voyait maintenant leur superficialité, leur cruauté, masquée par les bonnes manières. C'est dans ces moments d'injustice silencieuse qu'on réalise la valeur d'une voix qui nous soutient, et c'est pour que ces voix continuent de se faire entendre que votre inscription à notre chaîne est si précieuse pour nous aider à partager ces combats. Il lui prit la main et lui promit qu'il ne laisserait jamais personne la faire douter de qui elle était. Cette épreuve réveilla les propres démons d'Antoine. Il se souvint de sa précédente relation, une femme issue du même milieu que ses amis, qui l'avait séduit pour sa fortune avant de le trahir de la manière la plus humiliante. Cette trahison l'avait rendu méfiant, incapable de croire en un amour désintéressé. En voyant la douleur sincère dans les yeux de Léa, il dut affronter son propre cynisme. Une partie de lui, conditionnée par le passé, était tentée de douter, de se demander si elle n'était pas, elle aussi, une actrice talentueuse. Mais une autre partie, celle que Léa avait réveillée, savait que sa pureté était authentique. Il était engagé dans une bataille interne, faire confiance à son cœur contre les cicatrices de son esprit. La pression extérieure ne fit que s'intensifier. La presse People commença à s'intéresser à cette union improbable, publiant des articles remplis d'insinuations sur la Cendrillon et le milliardaire. La famille d'Antoine, en particulier sa mère, une femme rigide qui ne jurait que par les grandes lignées, voyait ce mariage comme une mésalliance embarrassante. Lors d'un déjeuner familial tendu, elle traita Léa avec une froideur glaciale, ignorant ses tentatives de conversation et la faisant se sentir invisible. Chaque jour, Léa devait affronter un nouveau front, un regard méprisant, un commentaire à double sens, un article blessant. Le monde d'Antoine, qui avait semblé au début un conte de fées, se révélait être une cage dorée dont les barreaux étaient faits de préjugés et de méchanceté. Et l'épreuve la plus difficile vint de l'ex-fiancée d'Antoine, Charlotte, une femme aussi belle que venimeuse, qui ne lui avait jamais pardonné de l'avoir quittée. Lors d'une réception plus intime dans une galerie d'art, Charlotte aborda Léa avec un sourire faussement amical. Elle commença par la complimenter sur sa simplicité rafraîchissante avant de lui demander, d'une voix assez forte pour être entendue par le groupe voisin, si elle avait du mal à s'adapter à un monde où les couverts à poissons N n'étaient pas une option. La remarque était d'une cruauté calculée, conçue pour la faire passer pour une inculte. Léa, blessée au plus profond d'elle-même, sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne sut que répondre, se contentant de murmurer une excuse avant de s'éclipser discrètement vers les jardins. Antoine la retrouva près d'une fontaine, dans les jardins isolés du petit palais. Les sons étouffés de la musique de gala semblaient venir d'un autre monde. Elle pleurait en silence, le corps secoué de sanglots contenus, tentant de se faire la plus petite possible sur le banc de pierre froide. Il s'approcha lentement, enlevant son smoking pour le draper sur ses épaules nues. Elle sursauta, mais en le voyant,
Son expression passa de la peur à une tristesse encore plus profonde. Il s'assit à côté d'elle, ne disant rien pendant un long moment, laissant le silence respectueux combler l'espace entre eux. Il ne cherchait pas à la consoler avec des platitudes, mais à partager son chagrin, à absorber une partie de la douleur qu'il se sentait coupable d'avoir laissé s'infiltrer dans leur vie. La lune filtrait à travers les arbres, illuminant les traces de larmes sur son visage comme des rivières de diamants. Après ce qui parut une éternité, il se tourna vers elle, son regard d'une intensité qu'elle ne lui avait jamais connue. « Pardonne-moi, Léa », murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Je t'ai amené dans cette jungle en te promettant de te protéger, et j'ai échoué. Ce n'est pas à toi de t'adapter à leur monde, c'est à eux de s'élever à la hauteur de ta bonté. J'ai passé des années à construire des murs autour de moi, à croire que la force résidait dans le cynisme et la méfiance. Mais en te voyant ce soir, si pur et si blessé par leur venin, j'ai compris que la véritable force, c'est toi qui la possèdes. » Il prit délicatement sa main, ses doigts s'entrelaçant avec les siens, un geste qui était à la fois une promesse et un aveu de sa propre fragilité. Il continua, ouvrant son cœur comme jamais auparavant. « La vérité, c'est que j'ai peur. Depuis que je t'ai rencontré, je vis avec la terreur de ne pas être assez bien pour toi. Mon ex-fiancé m'a trahi pour mon argent, et cette cicatrice m'a fait douter de tout, surtout de moi-même. J'ai peur que tu finisses par voir clair, que tu découvres l'homme vide que j'y étais avant toi, et que tu réalises que tu mérites mieux. Ce soir, quand Charlotte t'a attaqué, elle n'a pas seulement cherché à t'humilier. Elle a touché à ma plus grande angoisse, celle de ne pas être digne de ton amour. » Ses yeux brillaient, non pas de larmes, mais de la lueur d'une vérité enfin libérée, une confession qui le mettait entièrement à nu devant elle, dépouillé de sa fortune et de son pouvoir. Léa cessa de pleurer, levant les yeux vers cet homme qui, pour la première fois, ne se tenait pas au-dessus d'elle, mais à ses côtés, comme un égal. Elle vit dans son regard, non pas le milliardaire, mais l'âme solitaire qu'elle avait devinée dès le début. D'un geste tendre, elle porta sa main libre à sa joue, essuyant une larme invisible. « Tu n'as jamais été vide, Antoine, » dit-elle doucement, sa voix retrouvant sa force. « Tu étais juste perdu, et tu n'as pas à me protéger de leur monde. Nous allons en construire un qui nous est propre, ensemble. » À cet instant précis, dans les jardins silencieux, leur mariage ne fut plus un contrat entre deux mondes, mais une alliance de deux cœurs qui cessent était enfin reconnue. C'est le pouvoir de ces moments de connexion profonde qui nous pousse à continuer. Si ces histoires vous touchent, votre inscription nous aide énormément à en partager d'autres. Antoine prit alors une décision qui allait sceller leur avenir. Il sortit son téléphone et, d'une voix calme mais ferme, appela son chef de la sécurité. Il lui donna l'ordre de préparer la vente immédiate du penthouse de la Défense. Ce symbole de sa vie passée. Il ne voulait plus de cette cage de verre, de ce monument à sa solitude. Il voulait une maison, un foyer rempli de chaleur, de rire et de l'odeur des fleurs que Léa aimait tant. Il raccrocha et la regarda, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Rentrons à la maison, » dit-il. Et pour la première fois, ce mot ne désignait pas un lieu, mais un sentiment. En quittant les jardins du petit palais main dans la main, ils laissaient derrière eux un monde de faux semblants pour marcher vers un avenir qu'ils allaient bâtir sur les fondations les plus solides qui soient, la vérité et la vulnérabilité partagées. Ils quittèrent la Défense sans un regard en arrière, laissant derrière eux le penthouse de verre et d'acier comme la relique d'une vie révolue. Leur nouvelle demeure à Saint-Germain-en-Laye était tout l'inverse. Une maison en pierre meulière avec un jardin où les pivoines de Léa pouvaient enfin épanouir en pleine terre. L'intérieur était pas rempli d'œuvres d'art contemporain valant des fortunes, mais de livres, de photographies de leur famille et de l'odeur constante du pain frais que Léa aimait faire le week-end. Le silence, était plus celui de la solitude, mais une quiétude paisible, rythmée par le rire de Chloé, la sœur de Léa, qui venait souvent leur rendre visite. Antoine découvrait une nouvelle forme de richesse, celle qui ne se chiffre pas en euros, mais en moments partagés.
Il comprit que construire un foyer n'avait rien à voir avec l'immobilier de luxe, mais tout à voir avec l'édification d'un refuge pour le cœur. Cette transformation personnelle se mua rapidement en une mission commune. Avec les fonds de la vente du Penthouse et une partie considérable de sa fortune, Antoine créa la Fondation Dubois-Martin. L'objectif n'était pas de faire de la charité condescendante, mais de donner à des jeunes issus de milieux modestes les mêmes chances que les autres. Léa, avec son empathie innée et sa connaissance directe des obstacles, en devint la directrice naturelle. Elle n'avait pas besoin de diplôme en gestion pour comprendre les besoins des gens. Son cœur était son meilleur atout. Elle développa des programmes de bourse, d'études, de mentorat et de formation professionnelle, transformant la fondation en un véritable tremplin pour des centaines de jeunes. Antoine, lui, mettait son redoutable sens des affaires au service de cette cause, trouvant enfin un sens à sa capacité à construire, non plus des tours de bureau, mais des avenirs. Quelques années plus tard, lors de l'inauguration d'un centre culturel dans la banlieue où Léa avait grandi, la preuve de leur réussite était éclatante. Léa, le ventre arrondi par la promesse d'une nouvelle vie, se tenait sur la scène, non plus timide et effacée, mais rayonnante de confiance. Elle parlait avec une passion communicative de l'importance de croire en ses rêves, son regard balayant la foule reconnaissante. Dans l'assistance, Antoine la contemplait, non pas avec l'orgueil du propriétaire, mais avec l'humilité d'un homme qui sait qu'il a été sauvé. À ses côtés, Chloé, fraîchement diplômée d'une grande école de commerce grâce à une bourse de la Fondation, applaudissait sa sœur avec des larmes de joie. Le cercle était bouclé. La serveuse qui avait sacrifié son avenir pour sa famille offrait désormais un futur à des centaines d'autres. Leur histoire ne se termina pas dans les grands titres ou les galas de charité, mais dans la simplicité retrouvée. On les voyait souvent au temps d'une fleur, le salon de thé de leur début, désormais agrandi et prospère, partageant un croissant et un café comme n'importe quel autre couple. Ils avaient appris que le véritable amour-haine n'était pas un conte de fées, mais un jardin qu'il faut cultiver chaque jour avec patience, vérité et respect mutuel. Leur plus grande fortune n'était pas dans un coffre-fort, mais dans la main de l'autre qu'ils tenaient fermement, un rappel silencieux du chemin parcouru. C'est pour continuer à croire en la beauté de ces transformations humaines et pour vous les raconter que votre soutien est notre plus grand encouragement. En vous abonnant, vous nous permettez de garder cette flamme d'espoir allumée pour tous.